Alain Olivier, professeur d'agroforesterie à l'Université Laval, nous entretient de son dernier livre intitulé « La révolution agroécologique » et nous brosse le portrait d'une vision qui permettrait de conjuguer des enjeux qui semblent irréconciliables. Nourrir tous les habitants de la planète et arriver à ne pas détruire l'environnement par des pratiques agricoles industrielles à courte vue. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, avec la participation du magasin général Arsenault de Stoneham. Bien, ce qui m'a stimulé beaucoup à écrire ce livre-là, c'est que, bon, d'une part, on est confronté à une situation qui est quand même très inquiétante sur le plan de l'environnement. Donc, notre environnement se dégrade. En agriculture, par exemple, nos sols subissent des érosions très importantes, leur santé diminue. On a aussi donc une biodiversité qui est fortement érodée. Puis, en même temps, on a beaucoup de gens qui souffrent de la faim. Selon les statistiques de la FAO, dans les plus récentes, il y a plus de 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim sur la planète, ce qui est quand même pas une petite statistique. Et tout ça fait en sorte que quand on veut agir pour protéger l'environnement, bien, il y a toujours des gens qui vont vous dire « oui, mais il y a tous ces gens qui ne mangent pas à leur faim ». Puis je pense que même on porte tous ça en nous, même le plus militant des écologistes, par exemple, va se dire « oui, il y a quand même ce problème-là ». Puis de l'autre côté, si on prend ça sous une autre lorgnette, c'est que si on nourrit tout le monde, bien, ça voudrait dire qu'il faut détruire la planète parce qu'on a besoin de défricher davantage. Puis il faut des engrais minéraux et des pesticides pour nous aider à produire pour tout le monde. Sauf que cet apparent dilemme, c'est un faux dilemme. Le point de départ, c'est vraiment ma découverte de l'agriculture, je dirais des systèmes agricoles, puis qui sont beaucoup des systèmes agroforestiers aussi, en Afrique de l'Ouest. Parce que j'ai eu la chance, moi, dans le début de ma vingtaine, d'aller en Afrique de l'Ouest. Je suis allé en Côte d'Ivoire d'abord, puis après au Sahel, au Burkina Faso et au Mali. Puis là, j'ai découvert que les paysans et les paysannes pratiquaient une agriculture qui pouvait, sous plusieurs formes, être très différente de la nôtre, où on incluait des arbres, par exemple, dans les systèmes de production agricole, où on faisait beaucoup d'associations culturelles. En même temps, donc, ces paysans, ces paysannes, face aux nouveaux marchés, à la mondialisation, avaient dû abandonner un certain nombre de leurs pratiques. Et puis, ils se trouvaient confrontés à des problèmes auxquels on est confrontés nous aussi, donc dégradation des sols, érosion de la biodiversité, puis qui leur causaient beaucoup de problèmes. Donc moi, j'arrivais, jeune agronome de formation dans ces lieux, puis avec l'idée qu'on pouvait trouver une solution à leurs problèmes. Bon, j'étais tout plein de mes belles connaissances sur le progrès technique. Puis je disais, bon, bien, comme on le disait à peu près tous à l'époque, bon, il suffit de donner aux plantes ce qu'elles ont besoin, donc avec des engrais minéraux, des engrais azotés, un peu de phosphate. S'il manque d'eau, on va irriguer. On va trouver aussi des variétés qui sont améliorées génétiquement, donc qui vont mieux se comporter dans leur milieu. Puis, on va se débrouiller pour faire des nouveaux marchés aussi, pour qu'on puisse exporter. Mais au fur et à mesure que j'étais là, je me suis rendu compte que ces nouvelles approches, en fait, faisaient juste augmenter la dépendance des paysans et des paysannes, dépendance envers des engrais, dépendance envers des pesticides aussi, je ne les ai pas mentionnés, mais des pesticides pour lutter contre les maladies, dépendance envers des semences que tout à coup ils ne pouvaient pas produire eux-mêmes, mais qui étaient des hybrides, donc qui devaient acheter à des fournisseurs, puis dépendance envers les marchés, puis en même temps aussi qui devenaient plus vulnérables. Donc vulnérables face au changement climatique, parce que la variété utilisée peut-être produit très bien quand l'année est bonne, mais si tout à coup on a une année sèche ou s'il y a des inondations, oups, c'est plus la même chose. S'il y a un champignon pathogène qui est là parce que les conditions sont bonnes, oups, là on a un rendement qui est beaucoup diminué. Et alors que pour le paysan, le paysanne, ce qui est peut-être plus important encore que le rendement sur une saison de culture, c'est la stabilité du rendement. Il faut manger tous les ans et non pas seulement 3 ans sur 4. Donc tout ça, ça m'a un peu bousculé parce que sur les bancs d'école, on parlait toujours de rendement brut sur une saison, alors que
je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses qui comptaient, la stabilité du rendement, mais aussi le goût de la nourriture. Le paysan me disait, bien, j'ai pas envie de manger du sorgho, par exemple, que j'aime pas. J'en mange tous les jours. Si c'est pas mangeable, c'est pas vraiment intéressant pour moi. S'il est dur à cuire, si c'est long à cuire, ça me prend plus de bois. Il n'y a pas beaucoup de bois dans mon environnement. Je veux pas épuiser mes ressources énergétiques. Donc, tu vois, c'est toutes ces questions-là qui, à un moment donné, m'ont poussé à voir notre système alimentaire autrement. Puis, à un moment donné, à me rendre compte que plutôt qu'augmenter la dépendance et la vulnérabilité des gens qui produisent notre nourriture, bien, il y avait peut-être des approches qui pouvaient augmenter leur autonomie, diminuer leur vulnérabilité, puis en même temps la nôtre sur le long terme. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'agroécologie et en particulier à certaines pratiques agroforestières. L'agroécologie, c'est quoi? C'est une première question qu'on peut se poser. Bon, le terme est assez explicite, hein? On voit bien que c'est la rencontre de l'agriculture et de l'écologie. Mais en fait, au fil du temps, c'est devenu autre chose, c'est devenu plus que ça. Oui, c'est clair que c'est une agriculture qui veut tenir compte des principes écologiques les plus élémentaires, hein, ceux grâce auxquels la nature existe, puis grâce à lesquels nous aussi on existe. L'air qu'on respire, hein, c'est pas nous qui le fabriquons. L'eau qu'on boit, on la fabrique pas non plus. Tout ça est dans des cycles bio-géochimiques, hein, géo pour la terre, puis bio pour le bi, parce que ça passe par des êtres vivants qui nous permettent d'avoir donc l'air dont on a besoin, l'eau dont on a besoin, les aliments dont on a besoin. Mais il y a tout ça donc en agroécologie. Mais très vite, les artisans de l'agroécologie se sont rendus compte que si on ne tient pas compte de tout ce qui se passe en amont de la production et ce qui se passe en aval, bien, on ne comprendra pas ce qui se passe dans un champ. L'agriculteur, l'agricultrice qui produit des aliments, bien, va peut-être utiliser telle variété parce que c'est pour telle ou telle raison, parce que c'est ce qu'on lui fournit. Il va utiliser des engrais ou des pesticides parce qu'il se trouve dans un système où il faut les utiliser, parce que sur le marché, on demande des tomates, par exemple, qui sont rondes et rouges, qui se conservent pendant un certain temps. Donc, oui, il fait des choix, mais en fonction de tout un ensemble. Et donc, on ne peut pas isoler ce qu'on fait sur une parcelle de tout l'ensemble extérieur. Ce qui fait que en agroécologie, très vite, on s'est intéressé à ce qui se passe sur la parcelle. À un moment donné, on s'est dit, bien, il faut regarder la ferme dans son entier, mais on ne fait pas juste mettre les mains dans la terre. Là, il faut regarder un peu plus vaste, il faut regarder le territoire, il faut regarder le système dans son entier. Donc, moi, j'aime bien dire, par exemple, qu'en agroécologie, on a les mains dans la terre, comme je disais, mais on a aussi les yeux sur notre communauté, puis les yeux sur le territoire, parce que les choix qu'on fait en matière d'agriculture, mais vont avoir évidemment un impact sur l'occupation de notre territoire, par exemple. Si on a seulement des fermes qui font des milliers d'hectares, bien, on n'occupera pas notre territoire de la même façon que si on a des plus petites fermes, ce qui voudrait dire qu'on aura moins de familles, moins d'enfants, donc peut-être pas d'école dans le village, peut-être pas d'épicerie, puis même pas de dépanneur, par exemple. Donc, en agroécologie, on va essayer de s'intéresser à tout ça. On va s'intéresser aux pratiques agroécologiques sur la parcelle, parce qu'on se rend compte qu'il est important de maintenir une certaine biodiversité, mais on va s'intéresser aussi à des éléments qui sont plus territoriaux. On va s'intéresser aussi aux revenus de ceux et celles qui produisent les aliments. Est-ce qu'ils sont correctement payés, par exemple? On va s'intéresser à la santé humaine. Est-ce que ce qu'on produit nous nourrit adéquatement, ou bien est-ce que ça augmente nos possibilités d'avoir le diabète, d'avoir trop de cholestérol, et que ça va entraîner donc des problèmes cardiaques ou d'autres natures. Est-ce que ça peut même pas créer des cancers quand on parle de certains types de pesticides, par exemple? Donc, c'est toutes ces questions-là qui sont présentes en agroécologie.